Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. Retour sur le chemin de l'école pour les enfants des vallées de Yingen demain. Les transporteurs manifestaient aujourd'hui et depuis hier contre l'état des routes. Reportage et précision d'André Lévy, maire de la commune dans ce journal. Sur plus de 8000 personnes en situation de handicap, 2890 sont susceptibles de travailler. Parmi eux, Paul, qui a eu la chance d'être embauché à la piscine de Pointe-Limier. Quelle est la situation de ces travailleurs? Rencontre et explication dans ce journal. Notre feuilleton sur l'agroalimentaire au pays se poursuit ce soir. Comment les poissons sont découpés à la pêcherie Pescana, de la mer au congélateur? Réponse à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, saut en parachute automatique en mer. C'est l'exercice que s'est attelé à réaliser les 30 parachutiers du Rimapense très tôt ce matin sur le plan d'eau de Lansvata. Même s'ils ne seront pas appelés à sauter en cas de guerre, ils se préparent en tout cas, encadrés par la gendarmerie nationale et la marine. Une organisation pas toujours facile. Le reportage de Duc Menango. Avant que le CASA ne largue les premiers des 30 parachutistes de cet exercice de saut en mer, au large de la baie des Citrons, l'adjudant-chef Alexandre vérifie que les conditions de vent à la surface de l'eau permettent la réalisation des opérations. On a une limite de vent qui va être de 8 mètres par seconde et on est imposé d'avoir un parachutiste, un Zodiac par parachutiste pour la récupération de chaque parachutiste. Ce matin, le vent il est d'un secteur entre 110 et 130 degrés. On a eu entre 5, 6 et 7 mètres pour le vent le plus fort. Voilà, on est largement dans les conditions pour effectuer ce saut. Carlin, largage approuvé, largage approuvé. On doit s'assurer que le parachutiste soit à bord du bateau avec son matériel avant de pouvoir relarguer d'autres parachutistes. Pour la sécurité, on a un bateau qui suit un parachutiste. Donc tant que les bateaux sont en train de récupérer les paras, je ne peux pas faire revenir l'avion pour relarguer le prochain passage. 5 Zodiacs et 2 militaires à bord de chacun d'eux doivent récupérer les parachutistes, mais les mécanismes peinent à se mettre en place. La récupération des paras, en fait, on a des jeunes pilotes qui ont été formés récemment. Il leur manque un petit peu de réactivité, mais ça va se refaire le but, c'est aussi de l'entraînement. Donc on les a briefés pour être un peu plus rapides. Là, ils attendent trop que le para soit dans l'eau pour venir les récupérer. Le but étant de ne pas perdre de temps pour pouvoir larguer au plus vite le passage suivant, pour être toujours dans le créneau météo favorable pour effectuer tous les largages. Les sauts suivants, dès que les parachutistes touchaient l'eau, les équipes de récupération ont su les ramener à bord de leur pneumatique en moins de 25 secondes en moyenne. En 2 voyages, entre Tantouta et le plan d'eau de la baie des Citrons, le CASA aura largué 30 parachutistes en 2 heures. Aucun incident n'a été déclaré, ce qui est de bon augure pour les 200 sauts prévus ce vendredi à Tantouta. Social, retour à la normale pour les enfants des vallées de Yingen. Les transporteurs reprendront leur circuit dès demain. Aujourd'hui et depuis hier, ils manifestaient devant la mairie. L'état des routes est déplorable selon eux. Une revendication de longues années pour permettre aux transporteurs de travailler. Un plan d'urgence a été mis en place aujourd'hui. Le reportage d'Anissa Toussi. Comme inscrite sur ces banderoles, les habitants des vallées de Yingen en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de l'état dégradé des routes qui mènent vers leur tribu. Ils se sont mobilisés hier et aujourd'hui face à la mairie, à l'initiative des transporteurs qui empruntent cette route tous les jours et estiment que les conditions de sécurité sont défavorables au transport d'enfants. Nous, on ne demande pas que la route soit col d'arrêt. On demande que la route soit comme là. Par exemple, là on est sur un terre-plein, on peut rouler. Il n'y a pas de trou. On ne demande pas que la route soit col d'arrêt. On demande que les gens ils ramassent la caille, je ne sais pas où, dans les criques et qu'ils mettent sur la route. Qu'on puisse ne pas rouler dans les trous. On ne demande pas que la route soit bien col d'arrêt. Maintenant, on ne peut plus éviter les trous. Nous, on évite les trous sur la route avec les enfants. Mais il suffit qu'on tombe dans un caniveau ou qu'on tombe dans un ravin, et puis ça y est, qui est responsable? Bon, voilà, nous, on prend des risques. Et donc, on ne veut plus travailler dans ces conditions-là. On ne veut plus travailler dans ces conditions-là. On veut reprendre le travail à condition que les routes soient réparées. Voilà.
Cette route la voici. Jangée de crevasses et de nids de poules, suite aux épisodes pluvieux et à répétition qu'a subi le pays. Depuis hier, les travaux ont débuté sur cette portion de route située entre les tribus de Ganem et de Tendo. On attend que, là, comme ça, là, beau temps, un peu. Mais les gens qui ont le droit de venir gueuler, mais voilà. Nous, on attend que la route soit bien sec pour passer les engins. Mais là, je fais un peu de curage, là. On a terminé les parties où il y a de la boue hier. Là, on fait vers Tendo, Coulin, tout ça. Nous sommes 5 agents, chauffeurs d'engins et chauffeurs de camions en même temps, et polyvalents. De Tao jusqu'à Tipindje, jusqu'à Wayaget, il n'y a que 5. Alors on ne peut pas, on manque 2 chauffeurs aussi, au moins 3 chauffeurs, on a plus d'engins que de chauffeurs. Suite à la mobilisation, le collectif a rencontré le maire et ses élus à 14 h. Donc nous avons en direct depuis Yengen par téléphone André Lévy, le maire de la commune de Yengen. Alors vous avez vous venez de recevoir les transporteurs. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette rencontre? Donc le point majeur de ce mécontentement qui a été soulevé par le collectif, mais qui regroupe effectivement, comme vous l'avez soulevé, en premier lieu les transporteurs, mais pas que. Il y a eu aussi des usagers, des mamans, des tribus, qui sont aussi impactés par la mauvaise qualité des routes. Alors, nous, malheureusement, nous avons subi les 3 intempéries, enfin les 3 dépressions coup sur coup. Donc l'état de route se sont détériorés de manière vraiment importante, ce qui nous a pas permis, en plus avec toutes les vigilances qui ont été prononcées, d'organiser justement la régie de Yengen pour pouvoir s'occuper des routes, de faire notamment l'assainissement des fossés, etc. Donc ce point, ça a été le gros point du mécontentement, mais qui avait aussi un impact sur la scolarité des enfants, puisque les enfants n'ont pas été transportés parce que la route devenait trop glissante. Alors là, vous parlez des intempéries, mais ce problème s'éternise selon les transporteurs de longues années en fait. Comment y remédier? Oui, non, mais ça c'est effectivement, moi j'ai bien entendu, effectivement, le problème des routes de Yengen, c'est un problème qui date depuis plusieurs mandatures. Le souci, c'est qu'on a des routes qui sont longues. Notamment la route de la RN8 qui part de Yengen jusqu'à Wayaget. Donc c'est quand même, pour ceux qui habitent à Wayaget, c'est 2h30 de route. Donc vous comprenez que pour pouvoir la rénover ou si ce n'est l'entretenir de manière régulière et pour que les habitants de toutes ces tribus, parce que bon, il y a à peu près 900 à 1000 personnes qui utilisent cette route, c'est quand même une longue route qui est difficile du fait de sa géophysique. Et ce qui est compliqué, c'est que ces endroits-là, on a du mal parce que la géographie, les pentes, etc. sont très importantes. Alors à la moindre pluie, tout part sur la route. Mais effectivement, c'est un problème récurrent. Et en plus, si on veut vraiment faire les choses correctement, ça nous coûte énormément. Donc là, on essaye plus ou moins d'avoir des fonds de nos partenaires normaux, province, État, etc. Mais ces fonds-là, quand ils sont votés, il faut qu'on arrive, nous, à trouver les entreprises qui essayent de venir sur Yengen pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement à partir d'aujourd'hui? Alors, à partir d'aujourd'hui, concrètement, il y a des entreprises, on a fait appel à des entreprises privées qui sont déjà sur le terrain et qui sont déjà en train de soit reboucher les trous, améliorer l'assainissement pour que les ruissellements ne reviennent pas sur l'eau, sur la route plutôt. Donc on a fait appel à des entreprises privées. 3 principalement sur les routes de Werap, de Tongen et de Weava. Il y en a une autre qui va s'occuper de la route de Ganem jusqu'à Dunpike.
Et on a fait appel aussi à notre entreprise privée qui, elle, va être chargée à l'heure d'aujourd'hui, parce que bon, il y a une tribu de Okuna où là, les transporteurs ne peuvent pas passer. Et là, on leur a dit, on va déjà essayer de réparer le pont, parce que c'est surtout au niveau du pont. Là, il y aura des bus qui seront mises, mais on attend qu'il fasse un peu beau pour pouvoir faire un mur de soutènement pour que l'eau passe sous le pont au lieu de passer à côté du pont. Alors, Voilà. une dernière question. Les enfants pourront reprendre la route de l'école demain? Tout à fait, tout à fait. Donc, les scolaires vont reprendre le chemin de l'école demain. La seule chose que les transporteurs nous ont demandé à ce qu'on soit un peu plus tolérant, c'est qu'effectivement, l'état de la route ne permet pas à l'ensemble des transporteurs d'acheminer les enfants pour qu'ils soient à l'école à l'heure. Donc, demain, on va tolérer qu'ils vont rentrer à 8h30, voire 9h. Parce que la route est encore glissante. Merci. Merci André Lévy d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Bonne soirée. Ce soir, passons à notre dossier donc de notre journal. La rédaction a décidé de faire la lumière sur la situation des embauches des personnes en situation de handicap. 2890 personnes en situation de handicap sont reconnues en capacité de travailler. C'est le cas de Paul à Poindimier, le jeune homme qui travaille à la piscine municipale de la commune. Reportage d'Aurélie Niaoutine. Paul, après, tu peux aller récupérer les matelas, tu amènes les 2 tapis et après tu vas faire les fûts en bas. Contrôle des machines, distribution de bouées ou encore nettoyage des vestiaires, les missions de Paul sont diverses. Travailler à la piscine municipale, c'est un rêve devenu réalité pour ce jeune homme à peine âgé de 20 ans. Paul est une personne polyhandicapée dont le degré de sévérité est évalué à 60% du seuil d'incapacité. Cette embauche, il la voit comme une victoire. J'ai une pensée pour un monsieur qui nous a quittés, que c'est mon grand-père, qui m'a poussé aussi lui derrière. Il dit que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Les adultes reconnus en situation de handicap représentent 3% de la population calédonienne âgée de plus de 20 ans, dont 50% sont en capacité de travailler. C'est au travers du dispositif Passerelle proposé par l'association HandiJob que Paul a pu bénéficier d'accompagnement dans sa recherche d'emploi. Avec notre présence HandiJob, nous on s'assure que ça fonctionne, on met tout en place pour qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, et même pour les jeunes, s'ils sont déstabilisés par quelque chose dans le travail, ils peuvent nous le dire et on règle le problème. Idem pour l'employeur, s'il y a un problème, ils peuvent nous en parler et puis on voit comment on peut aider. Malgré la loi de pays pour l'incitation à l'emploi des travailleurs en situation de handicap, peu de personnes sont embauchées aujourd'hui. L'insertion de Paul en milieu professionnel est une première en province nord pour l'association HandiJob. Paul, on ne va pas dire que c'est un modèle, mais c'est une situation qu'on a voulu concrétiser pour que les autres enfants en handicap différents puissent accéder aussi à être insérés dans les sociétés, si bien sûr les sociétés du travail veulent bien aussi jouer le jeu. L'embauche des travailleurs en situation de handicap reste difficile. Les chiffres fournis par la Direction du travail et de l'emploi montrent que la majorité des employeurs préfèrent s'acquitter de la contribution plutôt que d'embaucher. Dans le public, cela concerne 54% des collectivités et dans le privé, 58% des entreprises. Et pour en parler de la situation de ces travailleurs, donc des situations des travailleurs en situation de handicap, Magda Bonal, directrice du travail et de l'emploi, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord une réaction par rapport à ce reportage ? Je pense que c'est toujours intéressant de voir qu'effectivement, malgré un handicap, une personne peut intégrer le marché du travail. On sait que c'est plus difficile, déjà c'est difficile d'intégrer le marché du travail pour les jeunes, mais d'autant plus quand on est en situation de handicap. Et ce reportage est tout à fait intéressant et en tout cas plutôt une bonne chose par rapport à cette situation difficile. Alors, je vous pose la même question que ce papa dans le reportage. Est-ce que les entreprises de plus de 20 salariés jouent le jeu en Calédonie ?
Alors, elles jouent le jeu d'une façon ou d'une autre, puisque les entreprises ont 3 façons d'acquitter leur obligation d'emploi, soit en recrutant directement une personne en situation de handicap, c'est ce qui a été fait là dans le cas présent, donc, soit alors en payant une contribution, soit alors en passant un marché avec une entreprise, c'est le centre d'aide par le travail. Donc c'est ces 3 possibilités, comme vous évoquiez dans le reportage, c'est vrai que les entreprises vont plus facilement sur le paiement de la contribution. Alors comment sont-elles contrôlées par vos services? Je parle des entreprises qui doivent embaucher ces personnes en situation de handicap. Eh bien, les entreprises doivent faire une déclaration annuellement qu'elles nous renvoient. C'est avant le 12 février qu'elles doivent remplir cette déclaration annuelle. Et ensuite, nous contrôlons cette déclaration annuelle et en fonction de ce que nous relevons, nous allons sanctionner ou pas ou demander des explications complémentaires. Est-ce qu'il y a déjà eu sanctionner, puisque vous m'avez posé la question. Oui, bien sûr, c'est une sanction administrative, c'est-à-dire c'est le paiement d'une somme d'argent qui équivaut au montant de la contribution multiplié par 25%, soit un quart en plus. Alors, je vous propose cette fois-ci qu'on voit ensemble l'état des chiffres au pays avec Océane Zobler. D'après une étude du Conseil du handicap et de la dépendance, en 2016, au pays, on comptabilise plus de 8 700 personnes reconnues en situation de handicap ou de dépendance. Parmi ces handicapés, 2 890 personnes sont en capacité de travailler. 70% d'entre eux se trouvent en province sud, 22% en province nord et 9% en province des îles. À savoir que plus de 50% de ces travailleurs potentiels sont âgés en moyenne de 41 ans. Alors, 2890 personnes en capacité de travailler. Aujourd'hui, c'est beaucoup pour un pays comme le nôtre ou pas? Oui, alors les personnes reconnues handicapées, elles peuvent être handicapées par la suite d'un handicap de naissance ou le devenir, notamment à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de la vie. Il faut savoir qu'environ 460 personnes, 400 personnes sont occupées au travail actuellement, 300 par les entreprises privées et une centaine par les administrations. Donc on voit qu'il y a encore de la marge, c'est-à-dire que les entreprises pourraient davantage recruter. Ensuite, il ne faut pas se cacher que c'est toujours difficile pour une entreprise d'intégrer une personne en situation de handicap. Alors, dans votre reportage, on avait une situation de handicap physique, la cécité ou la malvoyance, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est en présence des handicaps mentaux. Alors justement, les entreprises préfèrent payer cette contribution et pourquoi? Oui, majoritairement, parce que c'est plus simple. C'est une charge en plus pour l'entreprise? Pardon? Est-ce que c'est une charge en plus pour l'entreprise? C'est une charge pour l'entreprise, certes, mais ce montant de contribution, il est doublé ensuite si les entreprises ne font que payer la contribution pendant 3 ans. Donc on incite quand même à aller vers le travail des personnes en situation de handicap. Alors, une dernière question, quel est le montant de cette contribution? Alors, le montant de ces contributions, elle est calculée en fonction de l'effectif de l'entreprise, c'est-à-dire pour les effectifs de moins de 100 salariés, et entre 20 et 100 salariés, c'est 2,5% de l'effectif, ce qui correspond à un mi-temps. Et pour les entreprises de plus de 100 salariés, le montant de la contribution qu'ils ont à payer. Alors, leur obligation d'emploi est le même, c'est-à-dire 0,25% à mi-temps, mais en revanche, ils doivent à ce moment-là, s'ils payent la contribution, payer une contribution qui est d'un montant supérieur. Madame Bonal, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Sport, une nouvelle discipline au lycée Michel Rocard, la boxe taille. Crochet, frappe, mentale, c'est soit la houlette de Jean-Claude Nassil, boxeur calédonien, que les lycéens ont appris plusieurs techniques. Le reportage de Prosper Poigou. Vas-y, tape, pam, pam, bing. Et je travaille avec elle, bam, je suis ses mouvements, bam, bam, bam. Ok? D'accord? Sois avec elle. Allez, parti!
a mis en place la boxe taille ici au lycée parce que l'idée c'était de redynamiser l'association sportive qui était un peu en perte de vitesse. Donc on constate que les jeunes sont attirés par les sports de combat et donc on a voulu lancer une convention avec le club de boxe taille de Koné pour pouvoir redynamiser l'AS et avoir des nouveaux élèves qui finalement étaient plus très intéressés par l'UNSS. Crochet, là il est parallèle au sol, le bras il doit être parallèle au sol. Crochet, crochet, uppercut, ça part du bas vers le haut, on enroule. Bas vers le haut, court, d'accord? Ça nous permet, nous, de donner des cours de boxe irlandaise, mais en même temps de préparer les jeunes pour ces compétitions qu'elle a mis en place là, avec l'UNSS. Donc là, on voit là, sur la cinquantaine de jeunes qui viennent tous les mardis. Il y a déjà des jeunes qui ont déjà des bonnes dispositions pour pratiquer la boxe irlandaise. Alors moi j'ai commencé la boxe Muay Thai parce que j'aime bien regarder la boxe à la télé. Quand je regarde, je m'attendais à ça parce que c'est complexe, c'est dur, on sue. Là j'en ressors, on a fini l'heure, notre école est bien mouillée. Ben, moi j'ai fait pour pouvoir me défouler un peu après les cours. Puis pour découvrir aussi les sports de combat. Ah, c'est physique et surtout mental. Pour les entraînements, pour les pompes, les abdos, il faut avoir le mental. Moi je pensais qu'il y aurait plus de combats entre nous, genre les assauts. Mais c'est aussi net aussi pour les renforcements musculaires. Merci. Je vous le disais dans les titres, notre feuilleton sur l'agroalimentaire se poursuit ce soir. Comment les poissons sont découpés, mis en congélateur, reportage de Duke Menango. Ce thon est un thon bachi ou thon obèse. Très prisé sur le marché local et international, il peut atteindre facilement plusieurs centaines de kilos. Mais avant que ses congénères et lui-même ne terminent en sushi, sashimi ou encore en miettes de thon dans votre salade de maïs, voici comment et où débute le processus de transformation de ce poisson pêché dans les eaux du pays. Après une campagne de 12 jours en mer, les marins ramènent leur cargaison précieusement conditionnée pour la plupart ici sur Nouville. En moins de 3 minutes, les prises passent des congélateurs des navires aux ateliers de transformation. Ce matin, aux côtés de la société Navimont ou encore Albacor, c'est Pescana qui reçoit du poisson directement arrivé de Comac. Donc là, on est en train de prendre la température à déchargement du thon pour savoir, il faut qu'il ait une température normale. Donc là, il est à 0,5 degrés, c'est-à-dire qu'il a été conservé dans de très bonnes conditions. Donc il ne faut pas que la température soit au-dessus de 5 degrés en fait, au déchargement. Voilà. Donc en fait, c'est la rapidité du déchargement qui va être capitale pour la qualité du thon. Merci. Donc on note leur poids, sa cargaison et notamment les températures. Et ça, c'est ce qui va faire la qualité du poisson. Comme l'indique cette étiquette, le thon est marqué et suivi depuis son hameçonnage jusqu'à presque dans vos assiettes. C'est la traçabilité. C'est le numéro du bateau, c'est le 68e déchargement de ce bateau-là. La Renaissance, comme on vous l'a dit, c'est un bateau du Nord qui arrive par camion. Après le premier contrôle de qualité, la transformation commence dans les ateliers de découpe. J'enlève la peau et la personne qui est à côté, là, je lance là, la personne qui est à côté qui enlève le noir. Là, juste enlever le noir. Là, tu enlèves le noir, tu balances l'autre côté, l'autre il filme, c'est l'autre qui est là-bas qui fait les commandes. En quelques minutes, et toujours sous l'œil de Magali, le temps passe donc de ça à ça. Les clients, pour la plupart des distributeurs, viennent s'approvisionner directement ici sur Nouville. 70% du thon calédonien est consommé localement.
Les 30% restants sont exportés soit sous forme de tranches congelées, soit en frais, directement au Japon ou en Europe. L'industrie de la pêche hauturière et de la transformation du poisson est soumise aux aléas des saisons. Mais c'est surtout la réglementation drastique et le coût des transports qui freinent le développement des exportations. Quant aux 1200 tonnes de déchets rejetés annuellement par Pescana et Naviment, il n'y a pour le moment aucune filière de valorisation. Voilà, et demain, nous verrons comment sont fabriquées les confitures du côté de Pointe-Dimy au sein de l'entreprise de Sauval, grâce à la caméra d'Aurélie Niaoutine. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de rester avec nous. Juste après, dans notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité, je reçois Karl Engelard, un jeune membre des Républicains calédoniens. Avec lui, on évoquera donc le livret sur les enjeux économiques que le parti a publié récemment. Bonne soirée et à tout de suite.